Bonjour à tous, aujourd'hui on est en compagnie de Georges Gastaud. Bonjour Georges. Bonjour Yannick. Et aujourd'hui on voulait parler avec toi à la fois de ton combat personnel et collectif au sein du PCF contre la ligne révisionniste, réformiste et opportuniste qui s'est développée au sein du Parti communiste français donc à partir surtout des années 70, fin des années 70 et années 80. Et un petit peu l'histoire de tout l'opposition interne qui s'est construite dans le parti pour le ramener sur une ligne marxiste, et ensuite l'opposition externe qui, par nécessité politique et militante, s'est construite. Et donc on va parler aussi de l'impossibilité de transformer le Parti communiste français, donc le PCF, vers une ligne marxiste-léniniste, enfin de retrouver une ligne marxiste-léniniste au sein du PCF. Donc je te représente brièvement pour ceux qui ne te connaissent pas. Donc tu es agrégé de philosophie et diplômé de lettres classiques. Tu es également donc, syndicaliste de classe et militant communiste, donc tu as milité pendant très longtemps au sein du PCF. Et tu es membre fondateur du PRCF, donc le pôle de renaissance communiste en France, dont tu as été secrétaire national entre 2004 et 2021. Alors dans un premier temps, est-ce que tu peux un petit peu nous rappeler ton parcours militant au sein du PCF, tes responsabilités au sein du PCF? Oui, bien sûr. Alors, le premier point que je voudrais dire, c'est que j'ai d'abord adhéré au PCF dans la foulée de mai 68. Bon, je pensais que c'était quand même le parti de la classe ouvrière, et qu'il n'était pas question pour moi de développer tout un courant marxiste complètement étranger au PCF et à la classe ouvrière elle-même. Et donc, justement, je voudrais partager cette expérience. C'est-à-dire que je ne suis pas de ceux qui ont dit dès le début, enfin comme certains gauchistes, le PCF est pourri, la CGT est pourrie, etc. Il faut faire toute autre chose. En clair, je n'ai pas suivi les mouvements trotskistes ou maoïstes qui voulaient construire toute autre chose contre le PCF. J'ai adhéré au PCF, j'ai adhéré à la jeunesse communiste, j'y ai beaucoup milité, j'ai été secrétaire d'un cercle des jeunesses communistes à Beau-Soleil, dans une commune des environs de Monaco, commune populaire. Ensuite, j'ai joué un rôle, bon, je peux dire sans fausse modestie, leader dans la création ou la recréation de la jeunesse communiste dans le Lot, où j'avais été nommé entre-temps en tant que prof. J'ai continué ensuite à militer au PCF à Pézenas, dans l'Hérault, puis dans le Pas-de-Calais, quand je suis arrivé ici, toujours pour des raisons professionnelles. Et là, au fil des années, et à travers une lutte assez importante à l'intérieur de la section de Lens du PCF, j'en suis devenu le secrétaire. J'ai été secrétaire donc, du Parti communiste français pendant quelques années. J'ai, malgré les divergences que je pouvais avoir à l'époque avec le parti, continué autant que j'ai pu, et sans être permanent, jamais à quelque moment que ce soit, à défendre le Parti communiste et à faire en sorte qu'il puisse vivre et se développer à Lens et dans sa banlieue, Los-Angoël et le Dilouette, de petites communes des environs qui dépendaient également de la section de Lens. Bon, tout ça m'a demandé beaucoup de travail, d'autant que dans le même temps, eh bien, j'étais également responsable de la section du SNES au lycée Condorcet, un lycée assez important de par ses effectifs, de la ville de Lens. Donc c'est ça, un syndicat de professeurs. C'est un syndicat de professeurs, voilà, adhérent à la FSU, au début de ma carrière adhérent à la FEN, et dont les dirigeants étaient à plusieurs niveaux, des dirigeants de lutte quand même, pendant toute une période, je n'en dirai plus autant aujourd'hui. Et donc quand tu dis que tu n'étais pas d'accord avec la ligne générale du parti, mais que tu continuais à militer, c'était parce que tu pensais que c'était encore le parti qui était utile aux travailleurs et aux Voilà. citoyens français, quoi. Voilà, alors je pensais que ce parti cessait petit à petit d'être révolutionnaire, mais qu'il gardait quand même une fonction très importante dans la société française, au moins de relais et d'expression au niveau politique des revendications, des luttes de la classe ouvrière. Et donc je pensais que tant que ce contact avec la classe ouvrière n'était pas rompu,
ça se passait à l'intérieur du Parti communiste. Si je dis ça au début, c'est justement pour bien montrer que ce que je vais développer par la suite, c'est-à-dire l'idée qu'il faut créer, qu'il faut plus exactement construire un parti communiste de combat à l'extérieur du Parti communiste français actuel, ne résulte pas d'une position dogmatique, mais résulte bien d'une expérience, d'une trajectoire. C'est-à-dire que j'ai fait tout ce que j'ai pu, aussi longtemps que je l'ai pu, à l'intérieur du PCF, pour tenter, avec d'autres hein, bien entendu, de redresser la ligne du parti, de lui redonner un contenu marxiste-léniniste, et bon, pour tenter aussi de faire en sorte que tout cela reste sans cesse en prise avec les luttes de la classe ouvrière, du mouvement ouvrier, que ça ne se passe pas en vase clos dans l'entre-soi de théoriciens se déchiquetant sur des questions qui n'intéressaient pas les masses. Et donc, j'ai d'abord milité à l'intérieur du parti, même, je peux dire au début que malgré quelques divergences, j'étais en gros globalement d'accord avec ce que proposait le parti. C'est comme ça que d'ailleurs j'ai été l'un des dirigeants de la jeunesse communiste, par exemple, dans le Lot. Et puis, je me suis rendu compte assez vite que les choses ne faisaient que s'aggraver. Et que la tendance droitière que j'avais repérée, dès le début, quand j'ai adhéré au parti, j'avais quand même des réserves, parce qu'en particulier, je trouvais que sur la question de l'État, le PCF n'était pas clair et qu'il n'avait rien d'autre à proposer que ce qu'il appelait la démocratisation de l'État. Et ça, même dès le début des années 70, ça jurait complètement avec ce que j'avais lu chez Marx, chez Lénine, et puis avec l'expérience du mouvement ouvrier tout entier, qui est que l'État bourgeois, on peut bien entendu se battre pour le démocratiser à certains niveaux, mais qu'à un moment ou à un autre, il faut avoir une explication sérieuse avec lui, et qu'il faut à un moment ou à un autre le remplacer par un État populaire, par un État dont la classe ouvrière est la dirigeante, et que ce n'est pas le même État, c'est un autre État qui surgit à ce moment-là. C'est toute l'expérience de l'Union soviétique, des démocraties populaires, de Cuba, du Vietnam, de la Chine, et ainsi de suite. Et donc je me disais que le PCF là-dessus n'était pas clair, et que ça ne faisait que s'aggraver, avec en particulier déjà, en 1973, la publication du livre de Georges Marchais, qui s'intitulait « Le défi démocratique », et dans lequel, sans que les choses soient bien claires, soient bien dites, s'annonçait l'abandon de la dictature du prolétariat, c'est-à-dire ce que Marx lui-même, non pas Lénine ou Staline, mais Marx lui-même, définit comme étant l'apport central, du point de vue théorique et politique, de Marx lui-même. Dans une lettre déjà à Weidemayer qui date de 1852, Marx disait que ce n'est pas lui qui avait inventé le concept de lutte des classes, que ça existait bien avant lui, et que le propre de Marx, du point de vue politique, c'était d'avoir démontré que la société capitaliste conduisait à la société communiste à travers une étape centrale qui était celle de la révolution et de la dictature du prolétariat. Donc je pense que ne sont pas honnêtes les gens qui continuent à se dire marxistes, alors qu'ils rejettent ce que Marx lui-même définit comme la pierre de touche du marxisme. Comme son principal apport. Comme son principal apport à la théorie politique. Alors, il n'y a pas que des apports à la théorie politique, hein. Il y a des apports à la théorie économique, à l'histoire, à la philosophie chez Marx, mais en tout cas, son principal apport théorique, c'est bien cela, et c'est confirmé par un texte tardif de Marx qui s'intitule « La critique du programme de Gotha », dans lequel Marx, de façon virulente, critiquait des dérives assez analogues à celles du PCF, hein, par la suite, sauf qu'à l'époque, ça se passait dans le Parti social-démocrate allemand, et que là aussi, eh bien, le Parti social-démocrate allemand n'était pas clair du tout sur la question, c'est bizarre, de l'État. Le principal livre de Lénine, d'ailleurs, du point de vue de la théorie politique, s'intitule « L'État et la Révolution », et j'invite tous ceux qui se disent communistes à le lire, et à me dire ensuite si après avoir lu ça, ils peuvent sérieusement rester membres, en tout cas membres, comment dire, dociles du PCF tel qu'il est actuellement. C'est pas possible. Hein. Ou alors c'est qu'on est capable des pires contorsions pour toujours rester d'accord avec une ligne fixée a priori. On renvoie aussi aux analyses de la Commune par Marx, par Engels, voilà, sur lesquelles s'appuie Lénine aussi, et qui sont liées à l'expérience du mouvement ouvrier français. C'est ça, bien sûr. C'est pas une doctrine. Ce que les gens doivent bien comprendre, c'est qu'il ne s'agit pas d'une doctrine abstraite. Le marxisme-léninisme n'est pas un socialisme utopique.
c'est une analyse aussi serrée que possible, aussi objective que possible, des contradictions de la société capitaliste et du fait que la société capitaliste ne peut pas être gérée s'il n'existe pas un État bourgeois. C'est-à-dire que toute société, comme le dit Lénine, hein, toute société capitaliste n'est démocratique quand elle l'est que superficiellement, par la forme, et pas par le contenu. Toute démocratie, dans le cadre du système capitaliste, ne peut être qu'une dictature de la bourgeoisie. Et on ne va pas démocratiser une dictature de la bourgeoisie. C'est de la logique élémentaire de comprendre cela. À un moment ou à un autre, il faut qu'il y ait un choc. Et il faut qu'on sache laquelle des deux classes l'emporte. Et si c'est la classe ouvrière, au sens le plus large du terme, ne discutons pas ici de ce qu'on met sous ce mot, il faut bien qu'il y ait effectivement un nouvel appareil appuyé sur les masses en mouvement qui s'appelle la dictature du prolétariat, où le rapport des choses, des forces change radicalement, où ce n'est plus la bourgeoisie qui en définitive décide et protège les moyens de production privés qui sont les siens, mais où c'est la classe ouvrière qui définit les grandes orientations et qui, si c'est nécessaire, et c'est nécessaire, combat les tentatives inévitables de contre-révolution de la bourgeoisie, qui va bien évidemment pas se laisser faire comme ça. Ça s'appelle la dictature du prolétariat. Je précise juste pour pas prêter le flanc aux critiques, quand tu dis que Marx explique que le capitalisme mène nécessairement au communisme et par la phase de la dictature du prolétariat, c'est pas téléologique, il dit pas que ça va forcément se passer comme ça historiquement, mais c'est aussi s'il y a des luttes et s'il y a une organisation. Mais par contre, il dit que la dictature du prolétariat est une étape nécessaire dans cette transformation. Voilà. Ici, je ne me concentrais pas dans ce que je disais sur la nécessité historique du communisme, mais sur une nécessité, appelons-la hypothétique. C'est-à-dire que si l'on va vers le communisme, on passe par la dictature du prolétariat. C'est exactement comme si je veux sortir de la ville de Lens où nous sommes actuellement. La première des choses, c'est quand même que je franchisse le seuil de ma maison. Hein, parce que si je reste dans ma maison, autrement dit, voilà, pour faire analogie, si je reste dans le cadre de l'État bourgeois, je ne sortirai pas du capitalisme. C'est tout simple, c'est une question de seuil. Et ce seuil, c'est pas Marx qui en décide, ni moi ni personne, c'est la réalité. C'est la réalité des rapports de classe. Alors, pour en revenir à la question initiale, j'avais des doutes quand même sur la théorie qui était celle du Parti communiste français, qui voulait au fond, petit à petit, de plus en plus, aller vers le socialisme à travers une démocratisation de la société bourgeoise et de l'État bourgeois. Je ne dis pas qu'elle ne soit pas utile, qu'elle ne soit pas nécessaire, je dis qu'elle n'est pas suffisante, et qu'à un certain seuil, eh bien, il faut faire quelque chose qui s'appelle la révolution, où le pouvoir change de main, où le pouvoir qui était dans les mains de la classe bourgeoise bascule. Hein, la révolution, c'est un point de bascule, quelque part. Et c'est ce point de bascule qui était en fait nié dans le défi démocratique de marché. Et ça s'est ensuite confirmé lorsqu'en 1976, à la télé, Georges Marchais, interrogé par, je ne sais plus si c'était Alain Duhamel ou quelqu'un comme ça, ou El Kabbach, hein, à l'époque c'était les deux duettistes, interrogé sur la question de la dictature du prolétariat, a expliqué que ça ne correspondait plus à notre politique, etc., etc. Et donc, au fond, a court-circuité le débat interne qui était celui du 22e congrès, puisque la question même de la dictature du prolétariat n'était pas posée dans les textes qui étaient soumis aux communistes, et que donc ça leur est tombé dessus, et que donc ils ont été mis en demeure, au fond, d'approuver ou de ne pas approuver ce que venait de dire leur secrétaire général à la télé comme modèle de démocratie. Pour des gens qui voulaient aller à la démocratie et encore à la démocratie, c'était quand même pas le fin du fin. Bon, alors voilà, donc là je me suis retrouvé avec mes camarades du bureau de la jeunesse communiste du Lot, en opposition avec cet abandon. Donc ça c'était en 76 ? C'était en 76, voilà. Alors j'avais déjà formulé des critiques auparavant, mais bon, je restais quand même globalement, disons, un fidèle petit soldat du parti, disons. Et là, donc, je me suis opposé à ce que je considérais comme une dérive. Et je pense que j'ai eu raison, non seulement parce que j'avais raison, parce que le marxisme allait dans ce sens, bon, ça serait encore une question, on pourrait dire, doctrinale, mais surtout parce que je pensais que ça allait conduire à la catastrophe pour le parti. Et que s'il renonçait lui-même à ce qui faisait la pierre de touche, la différence fondamentale entre le parti révolutionnaire de la classe ouvrière et
les partis de type réformiste social-démocrate comme le Parti socialiste, ça aboutirait tout simplement au triomphe du Parti socialiste et à la liquidation du Parti communiste, par manque de sens. Hein, si la principale différence se trouve de ce côté-là, la théorie de l'État, la théorie de la révolution, la socialisation des moyens de production, la dictature du prolétariat, et qu'on rejette tout ça sous prétexte de se rénover, de s'élargir, d'avoir plus de voix, etc. De rassembler. De rassembler. Ah là là. Choses qui sont à la mode. Ah oui, oui. Bon, depuis cette époque, on n'a pas cessé de vouloir rassembler. Et bizarrement, le Parti communiste, qui était le premier parti communiste de France, qui était le premier parti de France, tout simplement, encore jusque dans les années 70, est devenu aujourd'hui l'un des derniers. Hein, le premier des petits partis, et non plus le premier grand parti. Donc, à force de vouloir rassembler sans base claire, il n'a cessé de se rétrécir. Juste punition de ses errements, quelque part. L'histoire l'a sanctionné. Et la classe ouvrière, la première. La dictature du prolétariat, tu n'en veux plus, eh ben ça, il se trouve que bizarrement, le prolétariat ne veut plus de toi non plus. Hein. Bon, donc ici, on s'est trouvé dans cette dynamique-là, bon, que personnellement je crois avoir vu arriver. Et donc d'ailleurs, la direction du parti et de la jeunesse communiste de l'époque nous ont durement sanctionnés, puisque la JC du Lot a été totalement reprise en main sur les bases de la direction nationale que l'ancienne équipe qui avait quand même créé cette jeunesse communiste dans les années 70 a été proprement virée, en quelque sorte. Donc ça, mais je suis resté au pas. Est-ce que vous aviez émis des critiques par écrit, vous aviez la jeunesse communiste du Lot s'était opposée officiellement à cette dérive. Et dans la section de Saint-Céré où je me trouvais, au comité fédéral, c'est-à-dire départemental, à l'époque on disait fédéral, du PCF du Lot, je m'étais opposé à l'abandon de la dictature du prolétariat. Donc tout ça était officiel. J'avais tenté aussi d'écrire au National, d'envoyer une tribune qui n'a jamais été publiée. Et je pense que le débat sur la dictature du prolétariat était totalement bâclé. Que s'il avait véritablement eu lieu sur le fond à l'époque, et si les travailleurs en avaient eu tous les tenants et aboutissants, la direction du parti n'aurait pas réussi à faire ce qu'elle a fait en volant le Congrès, quoi, quelque part. Hein, je ne dis pas qu'elle n'aurait pas eu la majorité, mais elle l'aurait peut-être eu après un débat qui l'aurait obligé, d'une manière ou d'une autre, à aller devant les masses, devant les militants, et spécialement devant les cellules ouvrières du parti. Là, ça aurait été tout autre chose, je pense. Mais bon, il faut resituer le climat de l'époque. C'était le climat du programme commun avec le Parti socialiste. Et bon, il y avait une rivalité électorale à soutenir avec le Parti socialiste. La direction du parti a sans doute cru qu'en jetant du lest, c'est-à-dire notamment en jetant la dictature du prolétariat, ce qui à l'époque l'a fait apparaître comme rénovatrice, moderniste, etc., donc a donné de l'élan à Georges Marchais à la télé, et ainsi de suite. Hein. Elle a cru que ça lui permettrait de tenir la concurrence avec le Parti socialiste, de faire en sorte que le PCF passe devant. Je ne dis pas d'ailleurs qu'ils ont abandonné tout ça pour de sordides raisons. C'est la dynamique de lutte avec les sociodémocrates sur leur propre terrain qui n'allait pas. Hein. Et donc il fallait au contraire que le Parti communiste tienne bon face à Mitterrand, qu'il ne lâche pas du lest. Chaque fois qu'il a lâché du lest, bizarrement, c'est comme le contraire de ce qui se passe sur un ballon dirigeable, il est tombé au lieu de monter. Peut-être que ce lest n'était pas un lest, quelque part. Il faut savoir aussi que c'est l'époque où le PCF a commencé largement à larguer les amarres par rapport à l'Union soviétique, que tout ça allait de pair, et donc à édulcorer ses positions de soutien à l'Union soviétique. Et moi, ma position, ce n'était pas de dire que tout était beau à l'Union soviétique, c'était de dire que, même s'il y avait des critiques à faire, le point fondamental, c'était quand même de soutenir l'Union soviétique. Il fallait la soutenir parce que c'était le rempart principal contre l'impérialisme, le point d'appui numéro 1 dont disposait le camp du travail à l'échelle mondiale pour pouvoir tenir bon dans la confrontation avec l'impérialisme qui, à l'époque, venait d'essuyer, ou allait essuyer très, très prochainement, la défaite historique du Vietnam. Mais qui, bien sûr, n'allait pas, lui, l'impérialisme, rester les deux pieds dans le même sabot et allait forcément tenter de contre-attaquer, ce qu'il a fait ensuite vigoureusement, disons. Donc, là aussi, j'étais contre ces critiques droitières contre l'Union soviétique, faites, là encore, au nom des droits de l'homme, comme si les droits de l'homme étaient un universel sans contenu de classe.
comme s'il ne fallait pas distinguer entre les libertés démocratiques et populaires, dont les travailleurs ont besoin pour développer leur lutte et leurs revendications, et par exemple la liberté du capital de circuler comme il le veut, et d'opprimer les gens de 100 000 façons, y compris sous des formes pseudo-démocratiques. Et donc en réalité, bien sûr que je suis pour les droits de l'homme, si l'on veut dire par là que le but final de tous les communistes, c'est l'émancipation de chaque individu, y compris de ceux qui sont d'origine bourgeoise et autres, faut-il le dire, mais que ça passe aussi à un moment ou à un autre par un choc entre les démocraties bourgeoises d'un côté et prolétariennes de l'autre, c'est-à-dire des dictatures du prolétariat. Ça, la montée des critiques de l'URSS au sein de la direction du PCF, c'est ce qu'on appelle aussi l'eurocommunisme. Eh bien voilà, oui, exactement. C'est-à-dire que c'est bizarrement, mais ce sont des vases communicants en termes politiques, bizarrement, mais très réalistiquement, si l'on peut dire, la direction du PCF s'est alors alignée avec des réticences, mais elle a fini par s'aligner sur ce qu'on appelait l'eurocommunisme, dont le principal représentant en Europe était le Parti communiste italien, et spécialement son dirigeant d'alors, Enrico Berlinguer, un homme tout à fait intelligent. Hein. Bon, c'est intéressant même aujourd'hui de lire Berlinguer encore, mais qui larguait complètement toute attache avec le marxisme-léninisme, et d'ailleurs le reconnaissait, hein, le disait très ouvertement, parlait de la fin de la capacité propulsive de la Révolution d'octobre. Hein, Berlinguer disait que la Révolution d'octobre avait perdu sa force propulsive, comme on disait, et donc commettait une grave erreur, parce que même si l'Union soviétique était à la peine, même s'il était en difficulté, même s'il y avait en elle des processus de stagnation qu'il fallait repérer et critiquer, encore fallait-il les critiquer sur des bases marxistes et sur des bases révolutionnaires, et non pas simplement abonder dans le sens de tous les dissidents que la direction du PCF a fini par défendre, comme la direction du Parti communiste italien le faisait systématiquement contre les dirigeants soviétiques, en les affaiblissant, en les isolant, en isolant l'Union soviétique, qui avait pourtant bien besoin d'alliés à l'extérieur de ses frontières, quelque part. Donc, il y a critique et critique. Et la vraie différence, c'est pas est-ce qu'on est critique ou est-ce qu'on n'est pas critique, c'est sur quelle base, au profit de quelle classe, dans quel but développe-t-on ces critiques. Est-ce que c'est pour renforcer le socialisme, et pour finir, pour renforcer ou relancer la dictature du prolétariat, ou est-ce que c'est au contraire pour l'affaiblir, la liquider, la remplacer finalement par la démocratie bourgeoise. Donc ça a été une phase importante aussi de développement de mes critiques, mais j'ai continué à militer dans la mouvance du Parti communiste français à l'époque. Pour préciser un petit peu, pour ceux qui ne connaissent pas bien, dans l'eurocommunisme, donc il y avait un peu cette critique de l'URSS et le fait de vouloir s'en distinguer, de s'en séparer d'une certaine façon. Mais il y avait aussi l'idée, il me semble, qu'on pouvait développer une forme de socialisme ou de communisme au sein de l'Union européenne ou de la construction européenne. Voilà. Enfin, un communisme occidental, on va dire, qui serait différent du totalitarisme affreux de l'URSS. Oui, et oui, évidemment, oui. Car comme chacun sait, l'Union européenne n'est pas totalitaire, elle. Hein. Et donc, on le voit aujourd'hui, quoi. Donc, en réalité, effectivement, par exemple, Berlinguer expliquait froidement que le socialisme à l'italienne, on pourrait plus facilement le produire à l'intérieur de l'OTAN, de l'Alliance Atlantique, que du pacte de Varsovie. Parce que le pacte de Varsovie, c'était effectivement la mainmise de l'Union soviétique et ainsi de suite. Bon, enfin bref, donc il prenait les choses complètement à l'envers. Et si intelligent qu'il soit, il se trompait intelligemment. Il se trompait. Et donc, il aboutissait à ce qu'on appelle donc l'eurocommunisme, que je résume à l'expérience de la façon suivante: de plus en plus d'euros, de moins en moins de communisme. Et donc, pour finir, eh bien, l'alignement progressif des partis communistes s'est opéré, que ce soit en Italie, en Espagne aussi, le Parti communiste espagnol a largement raté, d'ailleurs, la transition vers ce qui aurait pu être des luttes populaires très importantes, sinon la lutte pour le socialisme, lorsque l'Espagne a basculé, lorsque le franquisme est tombé, et que, pour finir, Santiago Carrillo, qui dirigeait le Parti communiste d'Espagne, en réalité, à l'époque, est devenu un chaud supporter de Juan Carlos, c'est allé jusque-là. Donc, le roi de l'époque, effectivement, en disant même Juan Carlos m'a sauvé la vie, des choses comme ça, alors qu'évidemment Juan Carlos était un survivant du franquisme. Et donc, en réalité,
c'est aller très loin tout ça. C'est-à-dire que l'eurocommunisme, c'était de plus en plus d'allégeance à la soi-disant construction européenne pour les capitalistes, mais destruction pour les nations libres, destruction des droits sociaux, destruction de la paix, au final, destruction du socialisme à l'Est, hein, puisque l'Union européenne elle a été construite sous ses formes anciennes de la CE, Communauté économique européenne, pour combattre le socialisme, pour combattre l'Europe socialiste de l'Est. Bon, et donc, en fait, bien sûr que tout ça n'était pas très clair dans les têtes, sans doute, de ceux qui ont produit ce grand mouvement, parce que tout simplement, sans s'en rendre compte, ils étaient en train de céder à la pression, d'une part de la bourgeoisie et de l'impérialisme, d'autre part de la social-démocratie, des partis socialistes, de Mitterrand chez nous, de l'internationale socialiste. L'internationale socialiste, les sociodémocrates, eux, avaient toujours une internationale, alors que c'est peut-être un point de faiblesse pour nous, communistes, nous n'avions plus d'internationale communiste. Et donc, en fait, bon, c'était plus facile de nous diviser, de nous opposer, etc., et de nous détacher de l'Union soviétique et de l'Europe socialiste existante. Quand, encore une fois, il fallait sans doute transformer, réformer, mais dans le sens de plus de socialisme, et non pas dans le sens de la liquidation du socialisme, du retour à la démocratie bourgeoise, et pour finir, non pas à la démocratie bourgeoise comme on le voit aujourd'hui, mais à la fascisation, hein, puisque, pour finir, on vit actuellement le terme de ce processus, la marche à la guerre aujourd'hui contre la Russie, la revanche contre Stalingrad, appelons les choses par leur nom, le retour en force de l'impérialisme allemand réarmé comme jamais, et même, je dirais, la fascisation interne dans la plupart des pays et l'interdiction des partis communistes, comme c'est aujourd'hui le cas. Elle est belle, hein, il est beau le pluralisme, et bon, la lutte contre le totalitarisme que nous faisait espérer Berlinguer dans le cadre de l'Union européenne. Au contraire, ce qu'on voit, c'est l'anticommunisme, la criminalisation des partis communistes, la réhabilitation des fascistes. Beau bilan, triste bilan, affreux bilan, quelque part. Ce qu'on voit actuellement en République tchèque où ils viennent d'interdire le Parti communiste de Tchéquie, oui, où c'est déjà le cas dans les pays baltes, où c'est le cas en Pologne, hein, ou en tout cas on va vers ça en Pologne, où c'est le cas en Ukraine, puisque bon, nos beaux démocrates qui défendent le régime de Zelensky sont extrêmement pudiques sur le fait qu'il a commencé dès le début de la guerre par interdire tous les partis de gauche, et notamment le Parti communiste ukrainien et la jeunesse communiste d'Ukraine, dont les dirigeants actuels sont carrément menacés de mort. Donc, alors cette dérive, à l'époque, on n'en voyait pas le terme comme ça, mais bon, moi, bon, tout simplement, je crois que 2 et 2 font 4. Je ne suis pas un prophète, mais je crois, entre guillemets, comme Don Juan dans le donjon de Molière, que 2 et 2 sont 4, et que 4 et 4 sont 8. Et que quand on abandonne les fondamentaux du marxisme, et que on coupe avec le pays qui a le plus apporté, malgré ses défauts, au socialisme, c'est-à-dire avec l'Union soviétique, on ne se prépare pas des jours meilleurs, on ne se prépare pas des jours heureux, on se prépare des jours malheureux, et une décadence. Donc voilà. Mais je suis quand même resté dans la mouvance du Parti communiste français. J'ai continué à militer, mais en étant de plus en plus réticent, quoi, sur toute une série de sujets. En étant loyal, parce que bon, voilà, quand on est dans un parti, eh bien, on est solidaire de ses camarades. On sait aussi être minoritaire, mais jusqu'à certaines limites. Alors, donc en 1976, donc, on a l'abandon de la dictature du prolétariat par le Congrès du parti. Et en 1979, donc 3 ans après, c'est l'abandon du centralisme démocratique. Alors pas tout de suite. Dans le centralisme démocratique, ils l'ont gardé, perversement, je dirais, parce qu'ils en avaient besoin pour éliminer le reste sans avoir d'opposition, si l'on peut dire. Donc un centralisme démocratique perverti, faut-il le dire. Mais donc en 1979, les statuts du PCF ont déjà été purgés des références à la dictature du prolétariat, au marxisme-léninisme, et à l'internationalisme prolétarien. C'est pas une petite chose, ça, hein, parce que jusqu'alors, tous les statuts du Parti communiste français comportaient la phrase, voire la conclusion, prolétaires de tous les pays, unissez-vous, qui est quand même la référence majeure du manifeste du Parti communiste de Marx, et qui avait toujours fait l'unité de tous les communistes du monde. Cette formule-là était traduite en allemand, en espagnol, en italien, en anglais, etc., avait fait le tour du monde. Donc ça, hop, c'est mis de côté dans les statuts de 1979. Mais il restait encore un certain nombre de bases, et notamment l'idée de la socialisation des moyens de production,
Donc je me disais quand même que le Parti communiste, sur un certain nombre de points, restait un point de référence. D'autant plus, et c'est pour ça Et que c'était un parti de masse aussi. et c'était un parti de masse, c'était le seul parti qui avait des cellules d'entreprise. Et il était solidement à l'époque lié, fraternellement lié, à la CGT, qui n'était pas la CGT de Bernard Thibault et de Sophie Binet, grande amie de la CFDT actuelle, mais la CGT de Georges Ségui, d'Henri Krasuki, etc., c'est-à-dire de grands résistants qui étaient fortement liés par toute leur histoire personnelle à la classe ouvrière et au militantisme, disons, de combat, disons. Donc, je me disais que, voilà, il fallait rester à côté des ouvriers révolutionnaires, qu'ils se faisaient tromper, qu'ils se faisaient rouler dans la farine, mais que, bon, il fallait être solidaire de la classe. C'est pour ça que je ne me suis pas dit, allez hop, là, hop, je crée mon groupuscule, etc. J'ai continué à militer dans le cadre du parti, que ce soit dans l'Hérault, à Pézenas, ou que ce soit par la suite au niveau l'ANSWAP, quand je vais arriver dans le Pas-de-Calais, pour des raisons professionnelles. Donc, bon, là, j'ai continué à militer avec mes réticences et sans les cacher. C'est-à-dire que tous mes camarades savaient que je n'étais pas d'accord avec la conception de la Révolution, ou plutôt le déni de la Révolution qui était en train de s'installer dans les textes, ni avec les critiques incessantes de plus en plus droitières, de mon point de vue, apportées à l'Union soviétique à contre-courant de ce qu'il fallait faire. Bon, ça c'est donc toute cette période là, qui précède en fait la création du PRCF, hein, et où j'ai tenté de développer mes conceptions, c'est-à-dire pas les miennes à titre personnel, mais les conceptions du marxisme-léninisme, par exemple en créant à Lens ce qu'on a appelé à l'époque le cercle Lénine de culture populaire, qui a fait un certain nombre de conférences dans le cadre, de ce qu'on pourrait appeler l'éducation populaire. Mais bon, en restant militant, en gros fidèle et loyal du PCF. Et les choses se sont durcies en raison de deux choses. D'abord, il y a eu des bons moments quand même du Parti communiste. Hein. Il y a eu de bons moments quand il s'est fâché avec Mitterrand. Tant qu'il a été dans la mouvance de Mitterrand, il a dérivé vers la droite, mais ça avait des limites, parce que si cette dérive avait continué tout simplement, c'était la liquidation du PCF. Il a donc bien été obligé de bouger. Et donc il y a eu le raidissement du Parti communiste, il y a eu la rupture du programme commun, en 77, 78, par là. À ce moment-là, des polémiques intenses entre Marchais et Mitterrand. D'un seul coup, bizarrement, Marchais, qui était si populaire dans les médias, est devenu un diable. Hein, et bon, donc moi, les diables rouges, je les aime bien. Je les préfère aux angelots rosâtres. Et donc là, je l'ai soutenu. Je l'ai soutenu dans le débat interne avec Mitterrand. En 81, quand il y a eu l'élection décisive, qui est un grand tournant pour l'histoire de France, où pour la première fois, le Parti communiste a reculé massivement, où ce parti qui était encore au-dessus de 20% des voix jusqu'en 81 est tombé à 16%. Et lorsque Mitterrand est donc devenu la référence majeure de la gauche, là, j'ai dit à mes camarades de l'emploi, vous allez voir, ça va être catastrophique. Eux, ils pensaient que le PCF tiendrait bon face à Mitterrand, quoi. Mais moi, je leur disais, mais non, vous allez voir, toute sa stratégie, toute son idéologie le conduit tout naturellement à entrer au gouvernement Mitterrand. Et à entrer la queue basse, si l'on peut dire, au gouvernement Mitterrand, et en abandonnant en réalité de plus en plus ses fondamentaux. Et c'est bien ce qui s'est passé, car les ministres communistes de Mitterrand en 1984 ont subi humiliation sur humiliation, ont obtenu certaines choses dans leur domaine étroit, comme Jacques Ralite par exemple dans le domaine de la santé, ça on ne peut pas le nier, mais globalement ont surtout servi, en réalité, à liquider le Parti communiste en le discréditant, c'est-à-dire en le compromettant dans une politique qui était de plus en plus tournée vers l'Europe capitaliste, vers l'OTAN. Hein. Mitterrand, dès les années 83-84, entrait totalement dans le bras de fer engagé par Reagan et par Thatcher à l'échelle mondiale contre l'Union soviétique. Il s'alignait totalement sur eux lorsqu'il y a eu la mise en place des Pershing, c'est-à-dire des fusées américaines en Europe en 1983-84. Et le Parti communiste était
là, au gouvernement en train de compter les points, ne pouvait pas dire clairement les choses. Même quand il en est sorti en 84, parce que ça devenait trop grave, bah, il est resté quand même dans une situation d'entre-deux et de non-clarification de ce qu'était en réalité le mitterrandisme, c'est-à-dire effectivement un courant social-impérialiste. Socialiste en parole, impérialiste en fait, marchant à la guerre contre l'Union soviétique et à l'interne pour la France, après avoir lâché quelques concessions pour obtenir effectivement le soutien du Parti communiste, se tournant vers le tournant de la rigueur, faisant ce qu'on appelait le tournant de la rigueur, c'est-à-dire en réalité choisissant, et Mitterrand l'a dit par la suite, hein, il n'a pas caché qu'il avait eu à choisir entre son programme social et la construction européenne, et qu'il avait choisi la construction européenne. Et donc tout ça était très clair, et le Parti communiste ne pouvait pas le dire, n'était pas en état de le dire, reculait, le disait, ne le disait plus, le redisait, bref, donnait l'impression permanente d'un changement de ligne qui ne faisait que désorienter les travailleurs et ses propres militants. Bon, je suis tout de même resté toujours au Parti communiste, ne serait-ce que parce qu'il y avait ce bras de fer à soutenir avec la social-démocratie, et qu'à Lens en particulier, étant donné l'histoire du prolétariat du Nord-Pas-de-Calais, qui a toujours eu sur sa route la social-démocratie, laquelle lui a même fait tirer dessus en 1948 quand les mineurs s'étaient rebellés contre la suppression de leur statut, du statut Maurice Thorez, et que les socialistes en place avaient envoyé les tanks quadriller le bassin minier. Donc moi je me disais quand même que dans ce Pas-de-Calais combatif, Mitterrand allait trouver à qui parler, quoi, en quelque sorte. Bon, alors là-dessus, malheureusement, eh bien, c'est l'Union soviétique elle-même qui a fléchi. Il faut bien comprendre aussi que l'Union soviétique, elle était donc isolée à l'échelle internationale. Du point de vue, disons, du camp socialiste, il y avait eu déjà ce qu'on appelait le schisme sino-soviétique. Donc la Chine, à l'époque, jouait du côté des États-Unis, il faut s'en souvenir. Hein. Et donc, on se souvient de la poignée de main entre Mao et Nixon. Et même la Chine jouait contre le Vietnam. Après la victoire du Vietnam, la Chine a fait la guerre au Vietnam. Ça, c'est impardonnable, quoi, pour les maoïstes qui dirigeaient alors, ou les semi-maoïstes qui dirigeaient alors la Chine. Et d'un autre côté, côté occidental, c'était l'eurocommunisme. Il faut avoir en tête ça, quand on veut comprendre pourquoi l'Union soviétique a fini par tomber. L'Union soviétique, elle n'existait pas en soi, elle existait dans un certain rapport de force, dont elle était elle-même un élément dynamique. Mais à partir du moment où elle était isolée, y compris dans le mouvement communiste international, ça devenait plus difficile, et surtout à partir du moment où Reagan avait décidé, pour contrer cette grande victoire historique qui était la victoire du Vietnam, qui était le fait que donc les États-Unis subissaient défaite sur défaite à l'époque. Hein. Il y avait l'Iran aussi déjà à l'époque, hein, où l'ambassade américaine était prise d'assaut sur des bases islamistes, de plus en plus, mais au début c'était pas forcément sur des bases islamistes. Il y avait tout dans la révolution iranienne, y compris les marxistes. Il y avait aussi ce qui se passait en Amérique centrale, avec le Nicaragua, avec le Salvador, etc. Et donc les impérialistes américains ont décidé de contre-attaquer. Et de contre-attaquer comment? Eh bien, comme toujours avec les États-Unis et avec ce système impérialiste que dès l'époque je définissais comme exterministe, c'est-à-dire capable de risquer la survie de l'humanité pour se maintenir, eh bien justement en se lançant dans une course éperdue aux armements, en essayant d'épuiser économiquement l'Union soviétique sur le plan de cette course aux armements, puisque évidemment l'Union soviétique, plus pauvre que les États-Unis, devait soutenir une armée qui était disproportionnée par rapport à leurs possibilités réelles, et puis aussi leur imposer comment dirais-je, un chantage à l'extermination de l'humanité. Et c'est comme ça que Gorbatchev est arrivé au pouvoir. C'est-à-dire un super droitier, à côté duquel les eurocommunistes occidentaux faisaient même pas le figure, quelque part. Et ils se sont retrouvés doublés sur leur droite, quelque part. Ils ont trouvé leur champion, quoi. Voilà, ils ont trouvé leur leader mondial, en quelque sorte, avec lui. Et alors là, ça a été, pendant ce temps, bien sûr, le PCF, ayant abandonné le marxisme-léninisme, était totalement incapable de comprendre ce qu'était Gorbatchev. Et s'est laissé totalement rouler dans la farine, et a vu dans le gorbatchevisme une démocratisation, un fameux concept de démocratisation qui, en réalité, est censé ouvrir toutes les portes, et qui se termine toujours par le fait qu'on les prend sur les doigts, les portes en question. Et donc, cette démocratisation de l'Union soviétique qui a abouti tout bonnement, comme c'était prévisible. Là, j'ai mené toute une lutte interne, les camarades de Lens s'en souviennent, je pense, tous,
quel que soit le camp dans lequel ils étaient, parce qu'on n'était pas tous d'accord, contre Gorbatchev. Et en demandant que le Parti communiste français fasse son devoir, alerte les communistes soviétiques sur ce danger majeur, au lieu d'applaudir béatement tout ce que faisait cet individu qui a été le plus grand traître de l'histoire, qui a embrassé Honecker sur la bouche avant d'abandonner la RDA, qui a concocté avec les Américains la destruction de la Roumanie socialiste, enfin, ou semi-socialiste, enfin, en tout cas, la mise en place d'un régime contre-révolutionnaire dans toute l'Europe de l'Est, effectivement. Alors, donc, à ce moment-là, il y a eu un deuxième grand choc. Et c'est là qu'effectivement, en 91, lorsque l'Union soviétique a été dissoute de façon totalement antidémocratique, puisque même au terme de ce qu'on appelle la démocratie bourgeoise, même en termes de démocratie électorale à l'occidentale, en 1990, les soviétiques avaient voté sur le maintien de l'Union soviétique, et que, très grande majorité. à une écrasante majorité, à 78%, ils s'étaient prononcés pour le maintien de l'Union des républiques socialistes soviétiques. Moyennant quoi, un an plus tard, Helsinki et ses complices de l'Ukraine et de la Biélorussie, sans demander l'avis des républiques asiatiques, soit dit en passant, comment ne pas voir le racisme qu'il y a là derrière, on n'a pas demandé l'avis de l'Ouzbékistan, du Kazakhstan, du Kirghizistan et ainsi de suite, on dissout l'URSS, voilà, tout simplement. Et là, eh bien, le Parti communiste soviétique a été interdit par Boris Eltsine. Il l'est toujours d'ailleurs. L'interdiction du Parti communiste de l'Union soviétique comme organisation criminelle qui date de 1991 n'a pas été levée à l'heure actuelle, même s'il y a un Parti communiste de la Fédération de Russie. Et donc, ben voilà, là, ça a été effectivement quelque chose de clair et net. Il fallait se situer d'un côté ou de l'autre. Et donc, moi, j'ai fait partie des gens, avec Désiré Marle, avec Vincent, avec Madeleine, avec quelques autres, qui se reconnaîtront, et si j'en oublie, désolé pour eux, qui ont pensé que, bon, là, ça devenait vraiment très grave, et c'est là que, en 91-92, ont été créés successivement, et même, bon, simultanément, on peut dire, même si formellement, peut-être l'un a précédé l'autre, je ne sais pas, la coordination communiste, qui était à l'époque la coordination communiste pour la continuité révolutionnaire, et la renaissance léniniste du PCF. C'était ça le titre complet, pour indiquer le but. Une coordination au sein du PCF, au sein entre du militants PCF. qui voulaient garder une ligne communiste, Voilà, qui voulait même rétablir une ligne communiste, parce qu'elle n'existait plus déjà depuis longtemps, et qui en particulier n'avait pas supporté que dans l'humanité de 1991, il y ait, au moment même où Helsinki interdisait le Parti communiste de l'Union soviétique, cette infamie, je n'ai pas d'autre nom pour la qualifier, de 2 pages de l'Humanité à l'intérieur du journal, où il était indiqué PCF, PCUS, le jour et la nuit. PCF c'était le jour, PCUS c'était la nuit. Voilà la solidarité qui a été alors apportée aux militants communistes soviétiques, au moment même où la police de Boris Eltsine les virait du siège du comité central du Parti communiste, et les interdisait, et qu'à bien des endroits ils étaient frappés, etc. Et au même moment, effectivement, il faut se souvenir que en RDA, c'était une purge massive de tout ce qui était de près ou de loin suspect de communisme, que des centaines de milliers, par exemple d'enseignants, de juges, de policiers, etc., étaient chassés de la fonction publique, que les anciens communistes se voyaient réduits à ce qu'on appelait des Strafrenten, c'est-à-dire des retraites de punition, des retraites punitives, ramenées donc au minimum vital, etc., etc. Voilà la solidarité. Et bon, nous avons donc créé, à partir d'une lettre ouverte de la cellule dont j'étais secrétaire, la cellule du PCF, qui s'appelait la cellule Éloi Machoro, cellule des enseignants. Donc là, une lettre a été envoyée au comité central, qui s'appelait donc lettre au comité central, une lettre publique, signée par une 50aine de personnes, quelque chose comme ça, des gens que je connaissais pour l'essentiel dans le Parti communiste, vu que j'y avais un peu bourlingué, que j'avais été dans différentes fédérations, les Alpes-Maritimes, le Lot, l'Hérault, puis le Pas-de-Calais, essentiellement donc autour de ces fédérations-là, plus quelques militants de la région parisienne. Et donc ça a donné lieu petit à petit, ça n'a pas été simple d'ailleurs, à la formalisation de cette coordination,
puisque nous ne voulions pas créer une tendance au À départ. partir de 91, 92. Voilà, c'est ça, à partir de 91. Et parallèlement à ça, a été créé le comité Erich-Honecker de solidarité internationaliste, avec pour président un prêtre ouvrier du bassin minier, qui avait été, disons, le délégué principal de l'usine des câbleries de Lens à côté de chez moi. Et comme président d'honneur, nous avons demandé à Henri Alleg, qui, effectivement, trouvait aussi la position du PCF odieuse, hein, qui était lui aussi membre du PCF, d'en devenir le président d'honneur. Et donc ce comité a... Peut-être se rappelle qui est Henri Alleg pour ceux qui connaissent pas. Henri Alleg, alors c'est une figure majeure du mouvement communiste et anticolonialiste du XXe siècle. Henri Alleg a été en particulier le directeur du journal Alger républicain pendant la guerre de libération en Algérie. Et il a été emprisonné et torturé par l'armée française. Et donc il a résumé tout ça dans un livre que je conseille à tous les jeunes, non seulement communistes, mais progressistes, mais tout simplement humanistes de lire, et qui s'appelle La Question. La Question au sens de la torture. Préfacé par Jean-Paul Sartre. Honneur à Jean-Paul Sartre, qui d'ailleurs à l'époque s'est mouillé pour soutenir ça. Et donc Henri Alleg, qui avait été longtemps une figure du Parti communiste algérien, et du Parti communiste français, qui après la guerre de libération était venu vivre en France et était devenu secrétaire général de l'Humanité, mais qui n'avait pas été maintenu longtemps à ce poste, bizarrement. Donc Henri Alleg nous a soutenus. Donc à l'époque, on a lancé une pétition pour la liberté d'Erich-Honecker, qui était poursuivie de façon tout à fait infâme, puisque les accords de réunification de l'Allemagne, signés par la RDA, la RFA et par les puissances occupantes de l'Allemagne, c'est-à-dire l'Union soviétique, en clair Gorbatchev à l'époque, Mitterrand pour la France, Thatcher, je crois, pour l'Angleterre et Reagan pour les États-Unis. Ces accords prévoyaient qu'il n'y aurait pas de revanche et pas de persécution contre les personnes. Et donc, en réalité, les communistes ont été persécutés en RDA en violation des accords qu'on appelait les accords 4+2. Donc nous avons soutenu Honecker, ce qui ne voulait pas dire, chaque fois on a été assez dialecticien quand même, ça ne voulait pas dire qu'on était forcément d'accord avec tout ce qu'avait fait Honecker, politiquement parlant. D'ailleurs, on n'était pas des spécialistes de l'histoire de la RDA et on était bien incapables d'en juger, mais que face à la contre-révolution, il n'y a pas à se poser de questions, il faut soutenir les camarades. Voilà. Et que, Honecker, qui était sorti de l'ambassade russe, livré par Helsinki, il était pourtant dans l'ambassade, hein, donc il était persona grata, en quelque sorte, qui était sorti le poing tendu, lui qui avait été emprisonné sous Hitler, qui avait fait de la forteresse sous Hitler en tant que jeune communiste, s'est retrouvé emprisonné, etc., alors qu'il avait un cancer, ainsi de suite. Enfin, c'était une abomination. Et derrière, surtout, derrière Honecker, qui n'était qu'un symbole parmi d'autres, il y avait des centaines de milliers de communistes qui étaient persécutés en RDA et dans les autres pays de l'Est qui allaient tomber les uns derrière les autres dans la phase de la contre-révolution et de la revanche anticommuniste. Donc là, nous avons monté un comité d'honneur du comité Honecker dans lequel il y avait des grands noms du mouvement communiste international. Par exemple, Marcelino Camacho, qui était le dirigeant historique des commissions ouvrières en Espagne. Et bien d'autres, mais les noms... Mumia Abu Jamal, par exemple, est devenu l'un des présidents du comité Honecker, aujourd'hui qui s'appelle le CISC, le CISC, Comité internationaliste pour la solidarité de classe, puisque la question du procès Honecker ne se pose plus aujourd'hui, disons. Donc il y a eu tout ça. Ça a été une phase extrêmement dure au sein du PCF, hein, puisque là, il y avait les pros et les anti-Gorbatchev, et que, nous avons eu néanmoins un écho assez fort. Et pour finir, ce qui a été important, c'est que dans la fédération du Pas-de-Calais, qui était une fédération majoritairement ouvrière, eh bien pour finir, la mutation qui allait venir de plus en plus fortement du PCF en parti officiellement, anti-léniniste, non plus seulement pas léniniste, mais anti-léniniste, toute la phase qui allait venir, notamment avec le passage de relais entre Georges Marchais, qui avait encore des bases ouvrières, qui venaient de la classe ouvrière, et Robert Rue, qui était avant tout
l'homme des élus, des grands élus du PCF, et ainsi de suite. C'est pas un hasard hein, que bon, ce soit de ce gars-là que soit venue la dérive finale qu'on a appelée la mutation, terme emprunté aux Italiens d'ailleurs. Hein. Les Italiens, Berlinguer parlait de mutazione genetica, la mutation génétique, là au moins c'était clair. Il s'agissait de changer donc l'ADN, hein, la mutation génétique, et l'ADN du PCF, là, a bel et bien été liquidé. Ça se voit dans les statuts. Jeunes communistes, renseignez-vous, procurez-vous les statuts successifs du Parti communiste, et vous verrez la mutation à l'œil nu, et vous verrez si je raconte des cracks, ou si c'est pas du vécu et du réel, tout ça. Et donc déjà, en 79, ils avaient abandonné la dictature du prolétariat, le marxisme-léninisme et l'internationalisme prolétarien, et là, c'est au statut du 28e congrès, au moment où Marché passe la main à Robert Rue, Marché étant encore en place. Hein. 94 94, ouais, il a eu une grave responsabilité là-dedans, quoi, Marché quand même. Hein. Donc que les statuts ont été purgés de toute référence, excusez du peu, à la classe ouvrière, au socialisme, le mot socialisme a été retiré, à la socialisation des moyens de production et au centralisme démocratique. Bon, eh bien, déjà, camarades, regardez les choses en face. Quand on en est là des abandons, et que ça date déjà de, bon, 94, ça fait presque 30 ans. Ou plus, voilà, plus, exactement, c'est 25, oui, voilà, 31 ans. Et bien donc, effectivement, quand on en est là, on peut quand même se dire qu'il y a quelque chose de pourri au royaume du Danemark, hein, comme dirait Shakespeare. Et donc, en fait, bon, nous sommes dans toute autre chose qu'un parti communiste. Et ils le disent, puisqu'une mutation, c'est pas une évolution. Quand on évolue, ça veut dire qu'on change dans le cadre de la même forme, de la même essence, de la même identité. Hein, bon, évidemment, on évolue quand on passe, je sais pas, de 25 ans à 35 ans et qu'on a plus d'expérience, mais on est toujours la même personne. Tandis que là, officiellement, au fond, il parlait même de changer le nom du parti, hein, à l'époque. Le nouveau Parti communiste, ça devait s'appeler. Puis bon, ils ont renoncé à ça parce qu'il y avait des réticences, etc. Mais on voyait bien où ils voulaient aller. Le but final était posé. Et nous étions de plus en plus devant un parti, je dirais, qui ressemblait au couteau tel que le définit Lichtenberg. Vous savez, le couteau sans manche dont on a jeté la lame. Hein. Bon, qu'est-ce qui reste d'un parti communiste, à part l'étiquette, trompeuse pour finir, quand il n'est plus marxiste-léniniste, quand il ne se réclame plus de la classe ouvrière, quand il a liquidé, parce que c'est ce qu'a fait Robert Rue très vite, les cellules d'entreprise qui subsistaient, quand on supprime son mode de fonctionnement hérité de Lénine, le centralisme démocratique, bon, je veux bien encore que ça s'appelle Parti communiste, mais alors à ce moment-là, moi, je suis, je sais pas moi, le pape ou Beethoven, pourquoi pas, pendant qu'on y est. Ça s'appelle une tromperie sur la marchandise, au bout d'un certain moment. Donc là, nous avons pensé aussi, de plus en plus, à cette phrase de Lénine qui disait que, vu ce qu'avait fait la Seconde Internationale, quand elle avait soutenu la guerre de 14-18, c'est-à-dire la guerre impérialiste, il fallait en créer une nouvelle. Lénine employait l'expression « il faut enlever la chemise sale et mettre une chemise propre », quelque chose comme ça. Donc bon, cela dit, la lutte interne a continué pendant tout un temps. Parce que du coup, à cette époque-là, donc 94, il y a U qui arrive, donc avec tous les abandons, les nouveaux abandons que tu as cités. C'est la période de la mutation revendiquée. Et en 97, donc c'est le gouvernement Jospin de cohabitation avec des ministres communistes qui rentrent aussi dans ce gouvernement. Alors, c'est exactement ça. Des ministres du PCF, on va dire. Voilà. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a un grand congrès entre les deux qui fait plus bascule, parce que le congrès de 94, c'est encore un congrès de transition, c'est Marché qui passe le relais à Robert Rue, les statuts sont toilettés, est-ce que les militants se rendent vraiment compte de ce qui est en train de se passer? Bon, on est un peu comme dans les dessins animés où le bip-bip continue à courir dans le vide, il ne s'est pas rendu compte qu'il est au-dessus d'un précipice, puis d'un seul coup il s'en aperçoit et il tombe. Bon, alors ça c'est plutôt le congrès suivant, c'est le 29e congrès. Au 29e congrès qui se déroule à la Défense, dans un cadre luxueux, ce qui est quand même assez scandaleux quand on voit les problèmes de fric, qui pouvaient être déjà ceux de l'Humanité ou du Parti communiste, enfin passons, mais c'était du Robert Rue. Là, alors, il y a eu une vraie bataille. La coordination communiste, la Fédération du Pas-de-Calais qui était dans l'opposition, une partie importante de la Fédération de Paris qui se rebellait aussi,
sur des bases pas marxistes-léninistes, mais enfin bon, sur des disons marchésiennes, quelque part, se réclamant du socialisme autogestionnaire de marché. Enfin, c'était encore le socialisme. Bon, au moins formellement, quoi. Bref, tous ces groupes, on a tenté de les fédérer. J'ai fait, moi, tous les efforts que je pouvais. Hein. J'étais pas permanent, j'étais un simple militant de base, hein, secrétaire de cellule à l'époque, même pas de section, je crois, à ce moment-là, où j'allais le devenir dans la foulée, mais enfin bon, c'était à peu près... j'ai fait tout ce que j'ai pu pour qu'en particulier, il y ait les premiers textes alternatifs de gauche à l'intérieur d'un congrès du Parti communiste. Jusqu'alors, ils étaient proscrits. Il y avait que le texte de la direction et on pouvait l'amender, c'était tout. Mais quand il était totalement réformiste, comment faire pour l'amender, hein? Il fallait tout amender, donc on pouvait pas. Donc il fallait bien, notamment, écrire des textes alternatifs. Alors ils sont sortis les uns après les autres. Je revendique de les avoir rédigés les uns après les autres. C'est moi qui ai rédigé le texte « Nous voulons rester communistes ». Puis, pour le 29e congrès, le texte qui s'intitulait « Changer de cap », qui a été endossé, après des modifications valables, par la Fédération du Parti communiste français du Pas-de-Calais, honneur à elle, honneur à son dirigeant d'alors, Rémi Hochdé, et à celui qui lui a succédé, c'est-à-dire Jean-Claude Danglot. Et donc, ce texte a été présenté au débat du PCF. Mais il a été finalement publié, mais il n'a pas été réellement débattu. La direction du parti a quand même fait le nécessaire pour qu'en réalité, il soit mis de côté, quoi. 29e congrès, c'est en quelle année? Donc c'est tous les 3 ans les congrès, donc ça doit être 97, oui, ça a précédé. On voyait bien que ce qu'il y avait comme enjeu au 29e congrès, c'est que la gauche, entre guillemets, était en position, avec Jospin, etc., de contester Chirac et de reprendre le pouvoir. Et donc, bon, est-ce que le Parti communiste, c'était ça l'enjeu indirect dans le Congrès, sur lequel on n'a pas réussi à faire véritablement voter de façon carrée le Congrès, parce que, bon, la direction du parti avait peur du résultat. Est-ce qu'on allait ou non aller à nouveau au gouvernement, comme on l'avait fait en 81-84 avec Fitterman, Ralit, etc. Là, donc, c'était une question en suspens. Et donc, nous disions qu'il fallait que pour retourner au gouvernement, le préalable, c'était la sortie de l'Europe de Maastricht. Qu'on ne pouvait pas entrer dans un gouvernement de gauche qui prétendrait transformer le pays en restant dans le cadre de l'Europe de Maastricht. Et c'est là-dessus que, bon, effectivement, les débats ont eu lieu, avec un débat aussi sur la classe ouvrière, je me souviens, le samedi d'ouverture du Congrès, qui a été très chaud pour la direction, où elle a perdu pied, hein, parce que dans la salle, il y avait encore des contestations relativement importantes, et les oppositions qui n'arrivaient pas à se fédérer pouvaient se fédérer sur la classe ouvrière, pouvaient se fédérer sur la résistance à l'Union européenne ou des choses comme ça, alors que sur le marxisme-léninisme ou sur l'Union soviétique, c'était déjà cuit, si l'on peut dire. La messe était déjà dite. Donc c'était quand même sur des bases, comment dire, insuffisantes. Mais bon, on se bat comme on peut avec les moyens du bord qu'on a, etc., dans des conditions données. Mais c'est quand même la direction Robert-Rue qui a gagné le Congrès, avec l'aide en particulier d'un grand manœuvrier, que je salue s'il m'entend, Francis Wurtz, hein, qui est le grand auteur du tournant euroconstructif du PCF. La classe ouvrière lui doit beaucoup à cet homme. Donc en réalité, le Congrès a fini par déboucher sur ce qu'on pouvait craindre de pire, c'est-à-dire effectivement sur, au fond, de façon indirecte, un blanc-seing à la direction pour faire ce qu'elle voulait au moment où le Parti socialiste se tournerait vers elle. Et en effet, en 1997, eh bien, le PCF est entré au gouvernement par l'intermédiaire de Marie-Georges Buffet, qui est devenue, si je me souviens bien, ministre des Sports et de la Jeunesse. Et donc son apport immortel à la cause prolétarienne mondiale, ça a été la lutte contre le dopage dans le Tour de France. Guessot, Jean-Claude Guessot, qui est devenu ministre des Transports, parce qu'en fait on demande toujours aux communistes, avant c'était Fitterman dans le gouvernement précédent, de tenir la SNCF, de faire en sorte qu'il n'y ait pas de grands mouvements de cheminots, parce que c'est quand même de là que ça part souvent en France. Donc on confie ça au PCF pour qu'il calme les troupes, en quelque sorte. Et donc Guessot, qui lui a participé joyeusement à un gouvernement qui pendant 5 ans a plus privatisé que la droite auparavant, qui a préparé le passage du pays à l'euro, à la monnaie unique, alors que nous, militants communistes de l'époque, nous disions déjà que la monnaie unique, ça serait une catastrophe pour le pouvoir d'achat des gens,
pour l'industrie française, parce que l'euro c'est le marque, et que du coup l'industrie française se retrouverait complètement, avec des prix complètement surévalués pour exporter, que donc ça allait se traduire par une catastrophe industrielle, des localisations, etc. Tout ça on l'a dit, tout ça a été dit à temps, par la coordination communiste et par tout ce qui gravitait un petit peu autour, quoi, et par la Fédération du Pas-de-Calais également. Et on ne nous a pas écoutés, bien évidemment. Et donc, il y avait aussi un troisième ministre, si je me souviens bien, ou un sous-ministre. C'est peut-être intéressant de le rappeler aussi par rapport à la période actuelle, mais il me semble que Roussel était directeur de cabinet d'une des ministres Ah oui, à ce ben moment-là. voilà, c'est la troisième ministre dont je cherchais le nom, qui s'appelait Michel de Messine, Voilà. qui était du Nord, qui était une nordiste, et qui était responsable, si je me souviens bien, du tourisme. Alors le PCF, il entre dans un gouvernement comme ça, pour avoir les transports, la jeunesse et les sports et le tourisme. Et pendant ce temps, ce gouvernement, entre autres joyeusetés, a participé au bombardement de la Yougoslavie, lorsque l'OTAN a décidé, sans aucun mandat de qui que ce soit contre l'avis de l'ONU, etc., de bombarder la Yougoslavie. Les avions français envoyés par Jospin et par Chirac ont fait ça. La guerre en Afghanistan également, avec les États-Unis qui ont remis la main sur ce pays, etc. Puis j'en passe et des pires. Hein. Donc un gouvernement encore plus social et impérialiste que celui de 81-84. Toutes les privatisations, comme tu disais, un des gouvernements qui est le plus privatisé. Ben oui, l'exemple le plus emblématique, c'est France Télécom. France Télécom était une entreprise leader, et même c'était comment dire, comme EDF, un joyau des luttes prolétariennes. C'était un des endroits où il y avait un statut, etc., où les travailleurs étaient relativement protégés, où on n'était pas les plus malheureux quand on travaillait à France Télécom. Et comme on le sait, une fois que la privatisation a eu lieu, alors qu'on avait fait miroiter monts et merveilles aux travailleurs de cette entreprise, il y a eu je ne sais combien de suicides dans cette boîte, parce que les travailleurs, évidemment, la privatisation, c'est toujours une catastrophe pour les travailleurs. Donc voilà, donc là on était dans l'opposition. Moi j'étais à ce moment-là secrétaire de la section de Lens du PCF, et nous ne cachions pas dans nos bulletins de section, dans le journal L'Incorruptible, j'ai encore la collection et je peux attester de ce que je dis, nous ne cachions pas que nous étions opposés au gouvernement et à la politique du Parti communiste français. Parce que là, ne pas le dire devant les masses, c'eût été une trahison. Nous restions dans le parti, mais pas immergés et en faisant semblant d'être d'accord, hein, en assumant clairement devant les travailleurs notre opposition au PCF. Alors évidemment, les contradictions montaient, parce que toute une partie de la Fédération du Pas-de-Calais, notamment un certain nombre d'élus, comme par hasard, soutenaient la mutation, soutenaient le gouvernement, et ainsi de suite. Et donc, regardez tous ces dissidents de gauche, alors qu'on avait toléré les dissidents droitiers dans le PCF pendant des années, toutes sortes de d'hurluberlus anti-soviétiques qui se réclamaient communistes. Là, par contre, hein, pour les dissidents de gauche, c'était le régime sec, et même les menaces, hein, quelquefois. Même les menaces. À la fête de l'UMA, c'était quelquefois très très dur, hein, même physique, je dirais, à cette époque-là. Bon, mais on n'était pas des... on n'était pas des dégonflés. On a fait je pense qu'on a fait ce qu'on devait faire, dans les conditions de l'époque. Mais bon, les choses mûrissaient tout de même, parce que quand, pour finir, au Parti communiste, il n'y a plus de doctrine, il n'y a plus d'ancrage ouvrier par le biais des cellules d'entreprise, des cellules d'usine, etc., que par ailleurs, on est mouillé dans un gouvernement qui met en place l'euro, les critères de Maastricht, et qui, pour finir, met en place la privatisation complète du secteur public, il y a des limites. Hein. On vient un moment où c'est plus des couleuvres qu'on avale, c'est des boa constrictors, si l'on peut dire. Donc à partir de là, eh bien, commençait à se poser de plus en plus la question, dans la coordination, ça maturait, c'était d'ailleurs un objet de divergence. Certains voulaient quitter le PCF tout de suite et créer un parti. Je m'y suis opposé personnellement, parce que je pensais qu'il fallait mener la bataille jusqu'au bout dans le parti, que c'était là qu'était nombre de troupes ouvrières, en quelque sorte, et aussi toute une tradition, toute une histoire, qu'il ne fallait pas abandonner aux réformistes, et qu'il ne fallait pas abandonner à Roubaix-Rue. Donc qu'il fallait se battre jusqu'au bout. Et donc il y a eu même des divergences fortes dans la coordination, certains sont partis. On provoquait la scission de cette coordination parce qu'ils voulaient aller, à mon avis, trop vite par rapport à ce qui était en train de se passer, alors qu'il fallait rassembler toutes les oppositions, et que c'était plutôt la position que je défendais, ainsi qu'Henri Alleg, par exemple, à l'époque, hein, qui faisait partie de la coordination communiste. Et donc, pour finir, en 2004,
nous avons donc créé le pôle de Renaissance communiste en France. J'ai sauté sur la phase de ce qu'on a appelé... Alors il y a bien des phases intermédiaires, mais ça serait très long à développer tout ça. Il faudrait vraiment une séquence historique pour parler de tout ça. Il y a eu la Fédération nationale des associations pour la Renaissance communiste, qui a précédé le PRCF, qui avait plutôt une logique de regroupement. Donc ça c'était en 99. Voilà, ça, peut-être pas 99 même, disons 2000 ou 2001 peut-être. Je pourrais pas dire, je suis pas un très bon archiviste de ce point de vue-là, 2000 ou 2001, quelque chose comme ça, dont les présidents étaient Henri Allègre, Georges Hage, député du Nord, Léon Landini, hein, qui est l'homme du fil rouge par excellence, qui a traversé toute cette période et qui a toujours été le représentant au PRCF de cette haute noblesse de la résistance communiste armée, des FTP-MOI. D'origine italienne. D'origine italienne, voilà, c'est ça. Il y avait Jacques Coignard, qu'il ne faut pas oublier, qui était un grand organisateur, un métallo, qui avait été secrétaire de la Fédération des Côtes d'Armor du PCF. Une militante qui s'appelait Simone Nicolo-Vachon, résistante, elle aussi, qui animait une opposition interne au PCF dans la région de Nantes, autour d'Orvaux. Je regrette. Et Bernard Parquet aussi, comment ne pas l'oublier. Comment ne pas en parler de Bernard Parquet, qui était un grand militant de l'EDF, qui avait été lui-même un secrétaire général ou un directeur de l'école centrale du PCF. Okay. Bon, donc, les gens qui disent qu'on n'était pas communiste, qu'ils aillent un peu se rhabiller, hein, parce que moi je veux bien que tous ces gens que je viens de citer ne soient pas communistes et que je ne sois pas communiste, et que par contre Robert Rue était communiste, Gorbatchev était communiste. Je veux bien qu'on dise ça. Mais un jour les historiens, si jamais ils fouillent un peu par rapport à tout ça, auront vite fait de trier. Bon. Et du coup, la Fédération nationale des associations pour la Renaissance communiste, donc qui est créée, tu l'as dit, autour des années 2000, on va dire, de l'année 2000, c'était l'idée d'élargir la coordination communiste qui existait. Alors la coordination communiste, elle s'était scindée entre les deux, en 99, entre ceux qui voulaient créer d'emblée quelque chose d'extérieur au parti, sortir du parti, qui avait créé, comment s'appelait ce groupe D'abord, elle a continué à porter ce nom de coordination communiste. On s'est un peu disputé le nom de coordination communiste à cette époque. Moi, je faisais partie de ceux qui voulaient continuer le combat interne. Pas seulement interne, mais interne aussi. Et puis, donc, cette deuxième branche, celle qui voulait continuer le combat interne, a fondé la FNARC, la Fédération nationale des associations pour la Renaissance communiste. Et il y avait là-dedans aussi des sections du PCF, y compris de la région parisienne, du côté du Val-de-Marne ou du 92, du côté de Malakoff par exemple, de Fontenay-sous-Bois, si je me souviens bien. Donc en fait c'était un élargissement quand même, déjà un premier élargissement, mais bon, ça ne suffisait pas, parce que c'était une fédération, et que bon, ça tirait un peu à Huadia là-dedans, et que l'efficacité n'était pas extraordinaire, même si on a mené des luttes assez méritoires, et en particulier, notre baptême du feu, ça a été 2003, les grandes luttes pour les retraites. Les premières très grandes luttes pour les retraites, ça a été 2003, où il y a eu jusqu'à 2 millions de personnes qui ont manifesté à Paris en 2003, oui, effectivement, je me rappelle, c'était le 25 mai 2003, et donc là, on a été trahis de façon catastrophique par Thibault et la direction de la CGT. Personne n'a jamais voulu appeler à la grève générale, quoi. Alors que le seul mot d'ordre qui rejaillissait de plus en plus en 2005 dans toutes les manifs, c'était grève générale, grève générale. La direction de la CGT est totalement restée sourde à ça jusqu'au bout, quoi. Parce qu'elle était de plus en plus engagée dans la construction européenne, et que la CGT elle-même, la direction de la CGT, Bernard Thibault, voulait appeler à voter oui au référendum qui allait suivre sur la Constitution européenne, ce sur quoi d'ailleurs le comité confédéral de la CGT ne l'a pas suivi. Lui, il a appelé à voter non, honneur à lui aussi, quoi. Mais enfin, on était dans cette période. Donc là, il y a eu des luttes très importantes, et le point central de ces luttes, en tout cas que, bon, personnellement, j'ai mené avec mes camarades en tant que syndicaliste, là, en tant que syndicaliste du SNES, c'était la question européenne. C'était que les éléments dirigeants des principaux syndicats ne voulaient pas dire un mot de critique contre l'Europe, que lutte ouvrière, que le NPA de l'époque, enfin à l'époque c'était la LCR encore, ne voulait pas critiquer
construction européenne parce que c'était nationaliste de critiquer la construction européenne. Ça, c'est le logiciel trotskiste de toujours. Bon, alors que les attaques contre les retraites émanaient systématiquement de la Commission européenne. Que bon, les attaques contre les dépenses de santé françaises et ainsi de suite sont sans arrêt relancées à l'échelle européenne. Il y a des textes, il y a des directives européennes qui n'en finissent pas là-dessus. Ce n'est pas des inventions. Il n'y a pas une obsession anti-européenne du PRCF, il y a des faits, il y a des réalités. Donc on s'est battu très fortement sur ce sujet. Bon, à l'époque, en se confrontant à la ligne nationale du PCF aussi. Donc là, vous étiez encore au sein du PCF, donc dans la FNARC. Voilà. Et donc après, pourquoi avoir créé le PRCF en début 2004? C'était pour quelle raison? Alors, donc, il y avait quand même de plus en plus de débats au sein de la FNARC et aux environs de la FNARC sur la viabilité de rester éternellement dans le PCF, alors que déjà, nous étions sans cesse contraints. Tant la politique du PCF de Robert Hue était mauvaise, relevait de la trahison carrée, quoi, en quelque sorte, on était sans arrêt obligé de les dénoncer du dehors. Hein, et que les tensions devenaient de plus en plus éclatantes, quelque part. Donc l'idée a germé de créer ce qu'on a appelé un pôle. C'était pas un parti, c'était un pôle de renaissance communiste qui serait plus centralisé que la FNARC, qui assumerait certaines fonctions de parti politique, et qui pour autant continuerait à, dans un premier temps, faire le lien avec le PCF. Moi j'étais encore au PCF à l'époque, quand le PRCF a été créé, j'étais encore secrétaire de la section de Lens du PCF, par exemple. Georges Hage était toujours militant du PCF et député du PCF, et ainsi de suite. Donc, on voulait faire un pas vers l'extérieur, mais faire en sorte que les choses se passent de telle manière qu'on puisse être compris aussi à l'intérieur du parti, qu'on puisse être entendu par les masses populaires, que également on puisse faire l'unité entre nous, membres de la FNARC, où certains étaient très attachés au parti, très attachés au PCF. Moi, j'y avais passé 30 ans, donc même si j'étais en divergence avec le PCF, tout ça était un déchirement. Les camarades, même ceux à qui on ne remettait plus leur carte, car bien souvent c'est ça qui s'est passé, ne disaient pas j'ai quitté le parti, mais disaient le parti m'a quitté, quelque part. Bon, donc tout ça, il faut comprendre que c'est de la matière humaine, c'est de la déchirure, c'est des sentiments, c'est des émotions, etc. Enfin bref, certains d'entre nous, je dirais même, en ont pleuré de ces choses-là. Bon, bref, Quand voilà. tu dis on leur remettait plus leur carte, c'est parce que certains se sont fait virer du parti ou parce qu'ils ont décidé de ne pas la reprendre? Ils étaient en dissidence. Par exemple, Jacques Coignard m'a dit et certifié que lui, il était en opposition avec les orientations du parti et que du coup, on lui remettait plus sa carte. Et que donc, il l'a demandé, mais il ne l'avait pas. Et que donc, ils n'avaient même pas droit. De la part de ces grands anti-staliniens qui étaient en face de nous, qui nous reprochaient d'être des adeptes du totalitarisme, c'était le comble. Là, par contre, on n'avait même pas droit à un procès stalinien. Il n'y avait pas de procès du tout. C'était l'éviction pure et simple. Voilà, donc en 2004 est fondé le PRCF. Quand on était adhérent du PCF, on pouvait aussi faire partie du PRCF. Voilà, on pouvait être, comme jusqu'à aujourd'hui, on pouvait être adhérent sur les deux plans. Ça, ce sont les gens qui choisissent. Nous, on ne fait pas d'entrisme dans le PCF. On ne dit pas aux gens du PCF ce qu'ils doivent faire ou voter. Mais s'ils veulent adhérer au PRCF, on les laisse libres de le faire et on ne fait pas pression sur eux. Mais c'est leur expérience qui tranche. Après, ce qui s'est passé très rapidement, c'est que un certain nombre de gens n'ont pas supporté ça, la création du PRCF. Et pour moi, ça s'est mal passé en 2004 en particulier, puisque là, j'ai véritablement été victime d'une espèce de guet-apens à l'entrée de la fête fédérale du Parti communiste dans le Pas-de-Calais, et que là, il est apparu très clairement que c'était plus possible de rester là-dedans. Ça devenait une opposition physique. Des violences ça passait à la bagarre. Que tu as subies et tout ça. Voilà, c'est ça, exactement. De la part à l'époque, l'un des principaux dirigeants de la fédération des élus du Pas-de-Calais. C'est toujours pareil, d'ailleurs, les oppositions, ça faisait souvent comme ça, parce que ces élus, ils dépendaient du Parti socialiste pour être élus. Et puis, ils avaient des visées personnelles de carrière, etc., des choses comme ça, que donc, les gens de ma sorte, c'était pas simplement des gêneurs idéologiques. Si on les avait gênés qu'idéologiquement, alors là, on m'a déjà dit 36 fois, pourvu que tu votes bien,
et que tu fasses les campagnes du parti, après, Tu peux dire bon, ce que tu tu veux. peux dire ce que tu racontes, on s'en fout, c'est comme au Parti Socialiste. Hein, bon, dites ce que vous voulez, mais votez bien, quoi. Non, mais à partir du moment où on risquait de mettre en cause les places, quoi, tout simplement, ça devenait beaucoup plus chaud. Donc là, bon, la section de Lens, par exemple, du PCF a décidé de se transformer en section du pôle de renaissance communiste en France. La section de Liévin en a fait autant, la section de Boulogne-sur-Mer aussi, pour ce qui est du Pas-de-Calais, je parle, hein, simplement. Et donc, en réalité, nous avons continué le combat communiste de toujours, sous de nouvelles formes organisationnelles, tout en laissant ceux qui voulaient rester au PCF continuer aussi à y adhérer et à faire ce qu'ils jugeaient bon. On considère que les gens sont grands et que ce sont des adultes et que même certains héros comme Henri Alleg, on ne va pas leur donner des leçons en leur disant ce qu'ils doivent faire. Voilà, donc ça a été la création du PRCF. Ça n'a pas été facile, évidemment, puisque le PRCF n'a jamais eu accès aux médias, puisque l'humanité, pendant toute la période de sa formation, n'en a tout simplement pas parlé, alors que c'était un événement politique et que l'humanité était censée, alors, ne plus être l'organe du Parti communiste, s'ouvrir, rassembler, fédérer, etc. Mais bon, fédérer moins X. Moins X, hein, c'est toujours, tout le monde sauf les marxistes-léninistes, quoi, quelque part. Hein. Donc voilà. Ce qui me semble intéressant de bien redire, c'est que donc, vous avez rassemblé au sein du PCF depuis le début des années 90 dans la coordination communiste cette opposition marxiste-léniniste, que vous avez essayé de garder cette unité, vous êtes resté dans le parti, vous avez essayé de rassembler le plus largement possible sur cette ligne marxiste, et qu'au bout d'un moment, vous vous êtes rendu compte par l'expérience voilà. que c'était plus possible. La coordination s'est divisée, comme tu disais, entre ceux qui voulaient partir qui sont sortis du parti, alors que vous voulez continuer à lutter en interne parce que vous pensiez que c'était encore nécessaire et qu'il y avait encore un espoir et une possibilité, mais qu'au bout d'un moment... on a épuisé toutes les possibilités internes avant de sortir. On a vraiment tenté tout ce qui était humainement possible à cette époque-là. C'est pour ça que quand je dis qu'aujourd'hui, il me semble que la lutte à l'intérieur du Parti communiste français pour en refaire un véritable parti communiste, l'expérience m'a montré qu'elle était finie, elle était terminée depuis longtemps, que les réformistes, et surtout les partisans de l'Europe, ont mis la main dessus. Et une raison très simple, c'est qu'il n'y a qu'à regarder le fait que le Parti communiste français est membre du Parti de la gauche européenne, du PGE, et que dans les statuts du PGE, il est indiqué qu'il faut soutenir la construction européenne. Donc, voilà, il est tenu, quelque part, le PCF aujourd'hui. Il a un gros fil à la patte, organisationnel même, organique, par rapport à tout cela. Et donc, vous verrez toujours, même Roussel qui a dit qu'il allait effectivement revenir à quelque chose de plus identitaire par rapport à la période de Pierre Laurent, défend toujours l'euro, défend toujours l'Union européenne, il faut rester dedans, la construction européenne, il faut rester dedans, etc., etc. Et pour finir, ça l'a conduit à quoi ? Tout simplement, le 30 novembre 2022, ouais, c'est ça, 22, a voté les crédits pour la guerre en Ukraine. Hein. Or ça, c'est un marqueur central. Ce qui a fait que la deuxième internationale s'est suicidée et qu'il a fallu créer la troisième, c'est qu'en 1914, en août 1914, les dirigeants sociodémocrates, sauf Jean Jaurès qui a été assassiné, et Karl Liebknecht et Rosa Luxembourg en Allemagne, qui ont été embastillés, et Lénine qui était en exil à ce moment-là, sinon les autres ont voté les crédits de guerre, pour le carnage impérialiste de 14-18. C'est ça qui les a en quelque sorte suicidés, et qui a fini par faire dire à Lénine qu'il fallait enlever la chemise sale et mettre la chemise propre, et créer donc l'internationale communiste. Et que donc il faut aller vers la reconstruction d'un parti communiste. Oui, parce qu'on voit que en fait, Roussel, certains pensent il revient un peu vers la gauche, mais en fait on voit que sur tout un tas de sujets, que ce soit au départ sur l'action palestinienne au moment du 7 octobre, sur d'autres sujets sociétaux ou autres, en fait il prend souvent la France insoumise par la droite, alors qu'on sait que la France insoumise, c'est un parti social-démocrate
Oui, c'est ça, oui. On reproche tout le le temps. PCF se retrouve à la droite sur certains sujets. Ah, mais c'est Tout un tas de sujets, quoi. assez impressionnant même. Hein. C'est assez impressionnant. Bon, là, Effectivement, on sait plus ce qu'il a de communiste, ce parti. ben oui, même on lui en demande pas tant. Moi, je dirais même qu'à la limite, on pourrait collaborer. Moi, je ne suis pas contre le fait que l'on coopère dans l'action avec le PCF, avec la France Insoumise, etc., sur des sujets concrets, en définitive. Mais bon, quant à dire, ça c'est une toute autre question, que c'est dans le cadre du PCF que s'opère la reconstruction communiste, c'est opérer une pirouette logique considérable. Que le PCF soit sur toute une série de sujets encore un parti démocratique sur lequel on puisse s'appuyer pour défendre les retraites, la Sécu, etc. Bon, pourquoi pas, même si c'est un parti démocrate, inconséquent. Parce que pour être conséquent, il devrait, sans être communiste pour autant, dire qu'il faut sortir de l'Union européenne. Mais bon, on peut coopérer. Mais cela étant, un parti qui a abandonné tous ses fondamentaux les uns après les autres, et qui effectivement sur toute une série de sujets à l'heure actuelle, disons, prend de droite effectivement la France Insoumise, alors que la France Insoumise est déjà elle-même un mouvement social-démocrate, bon, social-démocrate de gauche, quoi, disons, quelque chose comme ça. C'est plutôt la social-démocratie de gauche. Voilà, moi je ne dis pas qu'on puisse reconstruire le Parti communiste dans la France insoumise, a fortiori dans le PCF, et c'est pas l'étiquette ici qui doit compter, c'est le contenu de la bouteille. C'est qu'est-ce qu'il y a dedans. Est-ce que c'est toujours du vin rouge? Voilà. Bon, je dis que c'est même plus du vin rose et c'est de la piquette. Bon, passons, c'est un peu brutal. Disant cela, je ne veux pas, insulter les militants du PCF ou ceux des JC. Bon, ils veulent être communistes. Sur le marché, si l'on peut dire, qu'est-ce qu'on voit en premier quand on veut adhérer au communisme? Quelque chose qui s'appelle Parti communiste français. Donc, on peut respecter effectivement cette démarche, parce que subjectivement, ils veulent être communistes et révolutionnaires. Maintenant, il faut quand même faire attention, ne serait-ce qu'en tant que consommateur, et regarder les produits et pas simplement l'emballage, si l'on peut dire. Merci Georges pour toutes ces explications très intéressantes sur l'histoire des luttes des communistes au sein du PCF et des marxistes. Qu'est-ce que tu dirais, que faire aujourd'hui du coup face à cela? Est-ce que du coup il faut un nouveau congrès de Tours pour séparer les éléments révolutionnaires qui peuvent demeurer au sein du PCF et rassembler aussi avec d'autres organisations qui défendent une ligne marxiste-léniniste? Alors, ce qui est clair, c'est qu'il faut un congrès de Tours. On ne peut pas refaire le congrès de Tours identique, parce que les formes changent selon les moments historiques, etc. Aujourd'hui, il est toujours nécessaire de faire ce qu'on a fait au congrès de Tours. L'essence du congrès de Tours, c'est pas le fait qu'il y a eu un combat interne au Parti socialiste et que les communistes ont gagné, c'est que les communistes se sont séparés des réformistes, quelles que soient les formes, parce que dans d'autres pays, ça ne s'est pas passé comme ça, en Italie, ça s'est passé autrement, et ainsi de suite. Un congrès de Tours, c'est le moment où tous les révolutionnaires se retrouvent dans la même organisation et se séparent des réformistes. On ne peut pas rester dans le même parti. C'est ça l'essentiel qu'il faut bien comprendre. Le réformisme et l'esprit révolutionnaire, c'est comme l'eau et le feu. C'est antagonique, ça relève d'une contradiction antagonique. Beaucoup de camarades ne le comprennent pas. Ils ne le comprennent pas, ils croient que ce sont simplement des nuances, que les révolutionnaires veulent aller plus vite et que les réformistes veulent aller plus lentement. Mais non, c'est pas ça. Les révolutionnaires, ils veulent pas aller vite, ils veulent aller comme il faut. Ils sont patients, les révolutionnaires. Ils vont pas plus vite que la musique. Ce qui les oppose, c'est que tout simplement, quand on regarde bien, les réformistes sont dans le camp de la bourgeoisie, alors que les révolutionnaires sont dans le camp d'en face. C'est une question de barricade. Les barricades n'ont que deux côtés. Et on ne peut pas être du même côté que les réformistes, tout simplement parce que les réformistes, un jour ou l'autre, ils vous tirent dessus. Parce que les réformistes, un jour ou l'autre, ils font la guerre impérialiste du côté de ceux qui sont les agresseurs en réalité. Et parce que tout simplement, les réformistes, on les a vus dans tous les moments critiques de l'histoire, se retourner contre le mouvement ouvrier, contre la classe ouvrière. D'ailleurs, c'est assez simple. Regardez l'évolution de Robert Rue. Aujourd'hui, il est sénateur, il a été sénateur sur une liste du Parti socialiste. Macron lui remet une Légion d'honneur, etc. Il a soutenu Macron au présidentiel. Il a soutenu Macron au présidentiel. Guesso, pareil, et ainsi de suite. Que sont devenus les anciens ministres communistes? C'est pas moi qui l'invente. Il n'est que de regarder leur carrière, en définitive.
ils appliquent la phrase bien connue qui dit que le communisme mène à tout à condition d'en sortir, du point de vue de la carrière personnelle, tout au moins, bien sûr. Donc, non, il faut un congrès de Tours, et donc que les révolutionnaires qui sont à l'extérieur du parti, ceux qui sont à l'intérieur, car il en subsiste à titre individuel, ou peut-être certaines sections, peut-être certains cercles de la jeunesse communiste, ou je ne sais trop quoi. On ne peut pas le dire a priori, ça faut regarder au cas par cas en quelque sorte, et que aussi la masse des communistes, des gens qui se sentent communistes et qui sont nulle part, hein, bon, que tous ces gens-là puissent se retrouver. C'est pour ça que milite le pôle de renaissance communiste, pour regrouper tous ces gens-là. C'est pour ça que nous employons toujours l'expression de pôle. Pôle étant censé aimanter, en quelque sorte, tout cela. Et c'est de plus en plus nécessaire, parce que dans une période de fascisation, de marche à la guerre impérialiste, de dissolution de la France dans l'État fédéral européen, de destruction des derniers acquis de 1945, si on n'a pas de parti communiste de combat, nous serons écrasés. Et il n'y a pas de choix entre construire un parti communiste de combat ou ne pas le construire. Il n'y a que le choix entre être écrasé sans un parti communiste de combat ou avoir une chance de rebondir, de reprendre l'offensive avec un parti communiste de combat. Et on voit que c'est plus que jamais urgent quand on voit la nouvelle saignée préparée par le gouvernement de Bayrou. Et que dans le même temps, on augmente à la demande de Trump les dépenses militaires à des niveaux jamais atteints pour faire la guerre à la Russie, quoi. Et c'est pourquoi le PRCF, qui a encore une influence modeste mais qui est en dynamique, joue son rôle d'avant-garde. Je ne dis pas qu'il est l'avant-garde, mais il joue son rôle d'avant-garde quand, par exemple, il porte depuis des mois le slogan « l'argent pour les salaires, pas pour la guerre ». Car en disant ça, nous faisons le lien entre le combat social, donc la lutte contre le plan Bayrou, et la lutte contre les dépenses militaires imposées par Trump, et largement acceptées par Macron. Et donc on invite tous les militants réellement communistes, les marxistes, ou même des militants impérialistes à venir discuter avec nous, avec des camarades du PRCF, de tous ces sujets-là, quoi. Eh ben oui, bien sûr, que tout le monde discute, débatte, etc. Nous on n'a pas peur du débat, à partir du moment où il est respectueux des personnes. Très bien, merci beaucoup Georges, je pense que c'était bien clair pour tout le monde. De rien. À bientôt. Merci à toi Yannick.